Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et nous sommes avec Martial Bild. Bonjour Martial Bild. Bonjour monsieur. On l'a dit, vous êtes directeur général de TV Liberté. Vous avez écrivé ce livre, donc Défaire le parti des médias, combat pour une vraie presse libre, avec Philippe Millot aux éditions Bulldog Média et Doualfa. Alors, nos auditeurs connaissent probablement TV Liberté, mais alors est-ce que vous pouvez nous rappeler qu'est-ce que TV Liberté et comment vous avez réussi à monter un média libre et indépendant ? Cela date d'une dizaine d'années maintenant. Philippe Millot, qui est le président de la chaîne, a mis en place un dispositif pour créer une chaîne audiovisuelle libre et indépendante, ce qui n'existait pas et qui pouvait être un complément à la presse écrite, bien évidemment. La presse radiophonique et Radio Courtoisie en est l'élément primordial, mais il y avait ce créneau-là, et ce créneau-là était accessible parce que les coûts des matériels avaient énormément baissé. Il fallait donc profiter de cette possibilité-là pour lancer cette opération à tout risque. À tout risque. Et 10 ans plus tard, eh bien, le pari est réussi. Nous avons installé durablement une chaîne de télévision, une web télé, une chaîne de télévision sur tvl.fr qui aujourd'hui eh bien, dispose de 600 000 abonnés sur YouTube, 400 000 sur Facebook, Twitter, etc. Je n'ai pas totalement les chiffres du marketing, comme on dit, mais c'est globalement dans ce dispositif-là, c'est-à-dire que c'est une réussite. À l'aune de la presse alternative, c'est une très belle réussite. Il reste énormément de travail à faire. Alors ce projet de TV Liberté, il vient d'un constat que vous faites dans le livre, qui est que la presse aujourd'hui c'est considérablement terni, a vécu une pensée unique, et vous revenez aux racines de cette histoire, notamment au début de ce livre, avec un rappel historique sur les médias, et vous faites un constat qui est très intéressant, qui est que cette presse de masse émerge à un moment au 19e siècle où la société se sécularise, et les médias aujourd'hui, il y a un lien étroit entre les médias et la religiosité, c'est-à-dire que les médias sont peints dans votre livre comme des grands clercs en fait d'une nouvelle pensée, d'une nouvelle religion. Je vais vous donner un petit exemple rapide et récent. Madame Salamé interroge sur la chaîne, la radio publique, Marion Maréchal. Et à un moment donné, elle dit à Marion Maréchal, est-ce que vous n'avez pas honte ? Or ça, on n'est pas du tout dans un jugement journalistique, on est dans un jugement moral et politique. Léa Salamé confond la carte de presse avec la carte de prêche. Et bien voilà, il y a véritablement un sentiment de religiosité. Aujourd'hui, les médias ont pris le pouvoir. Et on n'est pas rendu compte souvent parce que les pouvoirs dominants, la caractéristique, c'est de rendre aveugle à leur influence. C'est ce que disait McLuhan, qui est vraiment un des pères de la communication. Et nous voulions démontrer qu'aujourd'hui, les médias ont pris le pouvoir. Honoré de Balzac disait que c'était le quatrième pouvoir, les médias, qu'ils attaquaient tout, mais que jamais on les attaquait. Le père de la médiologie avait déjà tout compris, on est en 1840. Mais par contre, aujourd'hui, il n'est plus le quatrième pouvoir. Il est devenu le premier pouvoir, parce que le pouvoir judiciaire lui a cédé la place, et le pouvoir politique lui a transmis la place. C'est donc aujourd'hui le premier pouvoir créateur véritablement d'une tyrannie productrice de l'extinction du pluralisme des opinions et de leur confrontation. Et c'était cela que nous voulions démontrer, et nous avons avec Philippe Millot remonté même le fil de cette prise de pouvoir, et nous l'avons... j'allais dire de manière symbolique, institué le 5 novembre 2020, où là, il y a un coup d'État mondial, un putsch mondial des médias, puisque à ce moment-là, alors que le président Trump, qui est encore le président en titre des États-Unis, prend la parole, et que la presse, certains journalistes, vont le couper, prendre la décision de couper le président des États-Unis, et de stopper son discours, et ensuite d'ajouter... nous allons le décrypter et rétablir la vérité. C'est-à-dire que là, le pouvoir médiatique a pris le pouvoir total sur l'homme, dont je vous rappelle qu'il est élu de la première puissance mondiale. Oui, c'est des gens non élus qui prétendent rétablir la démocratie. Ils n'ont bien évidemment aucun mandat pour le faire. Aucun mandat pour le faire. Le président Trump, que je ne défends pas, ce n'est pas sa politique que je défends, c'est le fait qu'il avait été président des États-Unis avec 64 millions de voix. Il ne redevient pas
président des États-Unis, dans des conditions d'ailleurs qui restent toujours un peu mystérieuses, la victoire de Biden, mais passons, mais il a 74 millions de voix. C'est-à-dire qu'en 4 ans, il a obtenu 10 millions de voix supplémentaires. Il est encore le président en titre et il est coupé pour que quelqu'un qui n'a aucun mandat politique, qui n'a été désigné par personne, disent « Eh ben non, il ne dit pas la vérité et c'est nous qui allons la rétablir. » Donc moi, je suis le porteur de la vérité. Eh bien ça, c'est une vision totalitaire de l'information. Et la presse alternative, c'est cela, son combat. C'est cette version, c'est-à-dire aujourd'hui de rétablir, comme on dit, la démocratie dans l'information. Et en plus, donc, Donald Trump qui avait été coupé aussi par Twitter, donc, dont le compte banni, avait été... banni. Alors, pire que ça, monsieur, parce que coupé, je vais dire, tout être normalement constitué et sain d'esprit et à un moment donné censuré sur YouTube et sur Twitter. Donc, à la limite, c'était plutôt une bonne nouvelle. Non, c'est le fait qu'il avait quand même 84 millions d'abonnés. 84 millions d'abonnés, hein. Nous en sommes loin. Et il est banni, mais il est banni à vie. Ça nous ramène, si vous voulez, aux heures les plus sombres de l'histoire du monde. Oui, c'est-à-dire que le bannissement à vie. Et aujourd'hui, alors que M. Musk dit, mais à voce, qu'il pourrait rétablir Donald Trump dans ses droits, il y a toujours le même cri d'orfraie en disant mais non, c'est intolérable, il doit être banni à vie. Si on pouvait le tuer socialement, si on pouvait même le tuer physiquement, ce ne serait pas une mauvaise idée. Et d'ailleurs, vous revenez sur un mythe qui est très intéressant et qu'il faut vraiment déconstruire aujourd'hui, qui est que les médias auraient un rapport, la liberté de la presse aurait un rapport avec la démocratie. Et vous montrez bien que dans l'histoire, ça n'a jamais été le cas et que donc c'est presque pas une surprise finalement de voir des médias censurés puisque la démocratie et la presse n'ont jamais eu de rapport étroit finalement. Oui, la presse est née après la démocratie, bien après la démocratie. Elle n'est pas porteuse de démocratie, elle n'est pas intrinsèquement porteuse de démocratie. Et même aujourd'hui, l'attitude d'une presse qui est aujourd'hui monolithique, de pensée unique, est une atteinte à la démocratie parce que c'est une atteinte aux libertés, à l'indépendance d'esprit, à l'intelligence. À l'intelligence. Quand on n'a plus que la possibilité d'émettre un seul son, une seule voix, et que tous ceux qui s'en écartent pour n'importe quel prétexte, parce que hier, on vous disait, si vous êtes raciste, vous ne pouvez pas prendre la parole. Mais aujourd'hui, si vous dites qu'au mois d'octobre, il fait beau et que finalement, c'est pas désagréable, mais c'est là encore le bannissement à vie. Donc on voit bien que l'étau de la pensée unique se resserre sur nous et qu'il fallait à tout prix desserrer cet étau. Et la presse alternative, dont vous êtes bien évidemment partie intégrante, est là pour desserrer l'étau, pour rétablir la liberté, et c'est ce qui fait son succès. Parce qu'aujourd'hui, il y a toute une population française et au-delà en Europe qui ne regarde plus, qui n'écoute plus les médias classiques et qui se tournent vers une presse alternative qu'il va falloir donc dénoncer, qu'il va falloir combattre, et ça, les médias mainstream s'y emploient. Et vous parlez aussi de cette caste politico-médiatique, c'est-à-dire les politiques et les médias en fait font partie du même milieu, ils se fréquentent. Et est-ce que ça aussi c'est un problème pour le pluralisme, c'est-à-dire que le peuple, en tout cas les gens qui, on va dire ceux qui ne sont rien, pour reprendre l'expression d'Emmanuel Macron, eux ne sont pas représentés dans les médias aujourd'hui. Monsieur, quand vous êtes ici, à cette table, premièrement, vous vous dites ce qui aide Radio Courtoisie, ce qui fait TV Liberté, ce qui fait TVL, ce sont ces donateurs. Ils en sont les garants et les gérants de ce que je fais, de ce que je dis. Je suis donc un obligé de tenir compte de leur point de vue. Et c'est sain. Et c'est comme ça que ça doit fonctionner. Le don, le financement participatif est là le gage de l'indépendance. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que vous avez donc cette conscience-là, et vous avez la conscience d'aller dans la cité, c'est-à-dire d'aller au-delà de ces studios pour aller écouter, comprendre la situation du monde. Aujourd'hui, on est une caste qui est dans l'entre-soi, Madame Salamé, je la poursuis, la pauvre, mais elle est mariée à un politique, ou elle vit avec un politique de gauche. C'est son droit. Et moi, je ne considère pas qu'être marié à un politique fait de vous un citoyen qui partage exactement les mêmes points de vue politiques. On n'en est plus là. Donc, ça ne me gêne pas. Ce qui me gêne, c'est que on donne ce sentiment quand même d'un entre-soi. On est ensemble, on vit ensemble, on couche ensemble, on meurt ensemble.
Et de là naît bien une situation qui n'est pas satisfaisante et qui est même particulièrement dangereuse parce qu'on est issu de la même société bourgeoise. On fait les mêmes écoles de journalisme qui sont déstructurantes et qui déconstruisent et détruisent. On fréquente les mêmes sociétés qui sont vos annonceurs. Et on fait de la lèche, pardon, du terme, à l'État qui va être celui qui va vous, financer, qui va être votre Mac. Bon, eh bien, une fois qu'on a fait cela et qu'on va dans les mêmes restaurants, qu'on partage les mêmes points de vue, eh bien, on se bunkérise. Quand je vois le siège de France 2 du service public que nous finançons, je me dis, regardez, c'est un espace, c'est un bunker. Je suis désolé de le dire, c'est un bunker. Et avec des gens qui, dedans, quand ils sont rentrés une fois dedans, n'en sortent plus. Au pire, ils sont dans un placard jusqu'à la fin de leur retraite. C'est l'assurance, ce sont des fonctionnaires des médias. Nous savons que si nous n'avons plus de téléspectateurs ou d'auditeurs, eh bien, ça s'arrête. Et donc, ça nous oblige continuellement, j'adore ce terme, ça nous oblige continuellement à nous dépasser. Et ce dépassement-là, c'est ce qui fait aussi l'assurance de la qualité de l'information. Alors là, vous avez 2 journalistes qui n'ont pas fait d'école de journalisme. C'est pour ça que je vous apprécie. Je dis d'ailleurs aux jeunes, faites pas d'école de journalisme. Le journalisme, c'est vous qui le faites, c'est sur le terrain que ça se fait. Voilà, on chope un truc et puis on se forme, on suit les écoles qui existent, de l'ICEP, de l'IFP, de gens comme cela. Il y en a d'autres qui peuvent, vous donner la structure, l'ossature, le squelette, si vous voulez, du métier. Mais le métier, c'est sur le terrain. Voilà, vous prenez vos clics et vos claques, un micro, et puis vous allez filmer, et vous en apprendrez plus que dans une école de journalisme, et vous gagnerez de l'argent, ainsi que vos parents qui ont fait le prêt. mais ce qui est très intéressant, c'est que vous posez véritablement la question de la responsabilité, parce que cette information n'est plus liée à une responsabilité, c'est aussi ce qui lui permet de s'autonomiser du réel et de construire un narratif complètement construit et qui n'a plus rien à voir avec ce que ressent la population. Parce que les subventions publiques pour les médias privés et le financement public des médias publics permet justement de s'autonomiser, de se défaire de la responsabilité auquel normalement, nous, journalistes de médias alternatifs, nous sommes astreints. Oui. La vraie solution, la vraie condition du renouveau, c'est la séparation de l'Église catholique et de l'État. Donc ça, je crois que c'est la première des choses. C'est une caste, on l'a dit, ces agences de presse qui sont bien évidemment les responsables en priorité. L'agence gouvernementale de presse qui s'appelle AFP est bien évidemment le porteur de la pensée unique, le porte-avions de la pensée unique. Et c'est une des 3 plus grandes agences au monde. Et l'AFP transmet une information qui est souvent biaisée et qui est reprise in extenso par tous les journalistes, y compris d'ailleurs, je vois sur le site du Figaro, où quelquefois les dépêches AFP viennent en contradiction avec le propos que l'on trouve communément établi dans le Figaro. Bon, ça, c'est pas possible. Donc ça, il faut séparer cette caste, cette église catholique de l'État. Et pour cela, eh bien, il y a des propositions toutes simples. La première des choses, c'est qu'il faut stopper de financer le service public. Ça, c'est une réalité. Il n'a pas obtenu ses objectifs. Il n'est ni pluraliste, ni neutre. Madame Salamé en est encore à nouveau la preuve du jour, de la minute, si j'ose dire. Bon. Et c'est donc pas possible que nous financions un service public, nous, citoyens, qui, en retour, ne nous représente pas, mais plus que cela, nous blesse. Nous blesse par son comportement, par ses attitudes, par ses j'allais dire, c'est un gros mot, donc je ne vais pas le dire ici, par ces cochonneries instillées à longueur de journée. Et donc, moi, je suis partisan que les aides de l'État en faveur de la presse, au total, c'est 6 milliards par an. 6 milliards par an. Emmanuel Macron, hier, a dit que pour les retraites, il fallait que nous travaillions jusqu'à 65 ans parce qu'il manquait 10 à 12 milliards par an. 10 à 12 milliards. Dans la réalité, les experts pensent qu'il manque plutôt 7 milliards et demi. Nous donnons 6 milliards à la presse mainstream. 6 milliards sans tenir compte de toutes les autres aides qu'on ne voit pas, y compris aux journalistes eux-mêmes, qui ont des droits supérieurs aux citoyens en matière d'impôts. Eh bien, ces sommes-là, il faut, supprimer la fin des privilèges fiscaux. Et moi, je propose dans l'ouvrage, avec Philippe Millot, nous proposons que la redevance, c'est-à-dire le prix de la redevance, vous savez, qui a disparu, mais qui n'a pas disparu. Parce que j'ai vu beaucoup d'élus qui disaient « Formidable, on a supprimé la redevance audiovisuelle ». Non, on a supprimé la visibilité de la redevance audiovisuelle.
Quand on avait 138 € à payer, on voyait sur son impôt qu'on nous volait 138 € pour aller nous dégueuler dessus. Oui, ça reste de l'argent public. Mais ça reste de l'argent public, donc les 138 €, ils sont dépensés puisqu'on n'a pas touché aux aides aux médias. Donc les 138 €, ils sont ailleurs, dans notre TVA, dans nos impôts directs. C'est le fameux, c'est l'État qui paye en fait. C'est l'État qui paye, donc on continue à payer les 138 €, mais on ne le voit plus. Moi, ce que je proposais, c'est que cette somme-là soit distribuée aux médias que l'on souhaitait. Vous savez, on fait des dons. Quand on fait des dons, on a des réductions fiscales, des déductions fiscales, et on suffit d'inscrire sur sa feuille d'impôt, vous voyez peut-être déjà cela, mais sinon vous le verrez très vite, les associations que l'on aide. Alors moi, j'ai une centaine, ça remplit une page entière de ma feuille d'impôt, c'est super. Mais et bien moi, de la même façon, après tout, vous avez 138 €, si vous voulez les donner à TVL, si vous voulez les donner à Radio Courtoisie, si vous voulez les donner à Mondévy, etc., eh bien vous le faites. Vous choisissez, vous ciblez les aides que vous voulez apporter. Et à partir de ce moment-là, eh bien oui, je finance le média, mais je finance le média qui me représente. Voilà ce que je propose. Mais si l'on supprime et on sépare l'Église catholique de l'État, alors à ce moment-là, je pense que nous retrouverons la réalité de ce qu'est la presse. C'est-à-dire qu'un journal comme Libération cessera d'exister parce qu'il n'a pas de lecteurs. Et que la presse, c'est comme vous. Si vous n'avez pas d'auditeurs, ça s'arrête. Si je n'ai pas de téléspectateurs, ça s'arrête. Et bien, s'ils n'ont pas de lecteurs, ce n'est pas à l'État de payer à leur place. Voilà. Quand vous achetez l'Humanité... Oui. J'allais reprendre. Ça veut dire quand vous achetez l'Humanité, ce que vous achetez tous les jours, il y a 50 centimes qui sont payés par les Français. À chaque exemplaire. Donc si vous voyez quelqu'un, ça se voit plus, qui lit l'Humanité dans le métro, il dit « Oh, donne-moi 50 centimes !» C'est à moi. C'est à moi. 50 centimes par exemplaire. Donc quand ils en donnent 10 000 à Air France, parce que ce sont les accords anciens de la CGT avec la société Air France, quand ils en donnent 1000 à Air France que vous retrouvez dans votre avion, sachez que vous pouvez les prendre parce qu'à chaque fois, vous avez gagné 50 centimes de votre argent. C'est pareil pour Libé, c'est pareil pour le Parisien. Parisien, c'est Bernard Arnault. Deuxième puissance financière au monde, deuxième ou troisième puissance financière au monde, et nous continuons à financer son journal. Soit c'est un mécène et il n'a pas besoin de l'argent de l'État, soit c'est quelqu'un qui a besoin de l'argent de l'État pour que le Parisien vive, et dans ce cas-là, ce n'est pas un bon chef d'entreprise. Personne ne dit que Bernard Arnault n'est pas un bon chef d'entreprise. Mais les 10 ou 12 millions de dettes de l'État représente quand même un quart de tableau qu'il a mis dans ses toilettes, quoi. Donc, d'art contemporain, forcément. Donc, il y a un moment, ça ne peut pas continuer comme cela. Voilà, on ne peut pas aider des milliardaires, on ne peut pas aider des oligarques à financer, pour financer des journaux qui deviennent des journaux de propagande. Ou porte-avions de la pub. Pardon, je suis bavard. Pardon. Non, mais c'est très bien, c'est votre émission aussi. On rappelle que je suis journaliste. Je suis journaliste. On rappelle vous pouvez soutenir Radio Courtoisie et aussi TV Liberté, évidemment financièrement. Votre livre, Martial Bild, donc Défaire le parti des médias, combat pour une vraie presse, vous citez notamment Éric Zemmour qui parle donc de l'invention de l'imprimerie qui a permis donc notamment à la religion protestante de se répandre dans toute l'Europe, et lui il compare ça aux réseaux sociaux et notamment à l'avènement donc de la révolution digitale qui permet aussi de passer outre, de ne pas avoir affaire à les nouveaux clercs dont vous parlez, qui est l'inquisition médiatique d'aujourd'hui. Alors, est-ce que cette révolution digitale, elle permet une véritable liberté d'expression, ou alors il y a toujours une liberté qui est entravée parce que les GAFAM dépendent aussi d'une idéologie, on va dire libérale, libertaire, qui n'est pas complètement la ligne de TV Liberté, si j'ai bien compris. Vous avez bien compris. On est sur notre site tvl.fr. tvl.fr, c'est le site de TV Liberté. C'est le site où on trouve le livre, d'ailleurs, dont on parle, Défaire le parti des médias. Et nous sommes sur ce site chez nous, totalement chez nous, et personne ne peut venir nous embêter, car nous sommes protégés de toutes les personnes qui voudraient venir nous ennuyer. Vous voyez que je reste très poli le matin. Et par contre, nous sommes sur les réseaux sociaux. Et ces réseaux sociaux, ce qu'on appelle les GAFAM, ils font la loi. Donc, ils ont institué un microcosme totalement caricatural, d'ailleurs, de la société postmoderne des services, où le progressisme est le postulat de base. Donc, quand vous me dites que les réseaux sociaux ont établi de la liberté, dans un premier temps, oui.
Mais dans un second temps, ils ont bien évidemment bridé cette liberté. Et aujourd'hui, on voit l'alliance de la Startup Nation, Macron, avec la Silicon Valley, qui sont les deux pinces de l'emprise contre les libertés sur les réseaux sociaux. Il faut donc bien une législation nationale de subordination des GAFAM. Parce que sinon, les règles de la communauté que les GAFAM ont mis en place, elles se font contre les lois des peuples. On peut considérer, il y a toute une série de jurisprudences d'ailleurs aux États-Unis, mais dans d'autres pays. Et Cédric O, qui a été un éphémère secrétaire d'État au numérique, mais son nom était pourtant facile à retenir, a dit un jour ce qui est la vérité. C'est que ce qui concerne YouTube, Twitter et Facebook, par leur nombre, ils sont devenus finalement des services publics. Et donc, s'ils sont des services publics, eh bien, les lois doivent être celles du pays dans lequel ils sont, et pas les lois qu'ils ont créées, parce qu'ils se sont créés des lois qui font que quand vous avez pu dire à un moment donné que le virus, lors de la crise sanitaire arrivée de Chine, ça a été interdit, et on était censuré pour le dire, que le vaccin ne protégeait pas de la transmission, c'était interdit, et on était censuré. Ce sont des lois que YouTube s'est créé lui-même. Il va même plus loin, parce qu'il émet des règles, puis une dernière alinéa de la règle, disant, même si toutes les règles sont respectées, les règles qu'on a imposées, que YouTube impose, eh bien, même si elles sont respectées, on peut encore interdire telle ou telle vidéo selon notre bon vouloir. Et donc là, il faut qu'il y ait véritablement là un travail qui soit fait, et ce travail qui doit être fait, si l'État a de l'argent à dépenser, et il n'en dépense pour rien, donc autant qu'il en dépense pour quelque chose, c'est que nous retrouvions notre souveraineté numérique. Voilà. On combat tous, tout au moins tous dans l'esprit pour la souveraineté, et je considère aujourd'hui que la souveraineté numérique est aussi importante que tous les éléments de l'autre souveraineté pour rétablir notre souveraineté nationale. Et on devrait avoir bien évidemment un réseau social français qui soit de qualité. On en a un, c'est Dailymotion, mais l'État n'y a jamais mis un centime pour le faire progresser. Tout à fait. Mais surtout, est-ce que vous avez été donc censuré dans TV Liberté ? Votre chaîne YouTube a été bannie, je ne sais plus. Alors elle a été complètement coupée en 2018 en 1 heure de temps, 3 avertissements, puis elle est régulièrement coupée. Alors c'est pour quel propos ? Parce que pour dire aux auditeurs, nous avons de la censure régulièrement sur YouTube, notamment sur la crise sanitaire, c'est-à-dire que parfois il y a seulement un nom des personnes que je ne citerai pas, mais qui automatiquement bannissent donc la vidéo de YouTube. Alors vous, c'est pour quel propos ? Qu'est-ce que YouTube condamne à TV Liberté, de TV Liberté ? Alors tout est son contraire. Tout est son contraire. Un exemple, en 2018, quand nous avons été totalement coupés, nous avons reçu 3 avertissements en 1 heure. Le premier avertissement, c'était une erreur de notre part que nous avons tout de suite reconnue et que nous avons changé. Alors c'était particulièrement grave, nous avions des images du mondial de football et notre technicien, notre monteur, au lieu de prendre celles que nous avions achetées à l'AFP, a pris celles de TF1. Bon, nous avons donc retiré ces images-là, réinstitué celles de l'AFP et indiqué que nous les avions payées, donc que nous étions dans notre bon droit, que c'était une erreur. Mais nous avons eu 2 avertissements dans la même heure, un autre avertissement sur une musique qui était utilisée depuis 2013 et qui n'était plus libre de droit, qui l'avait été mais qui ne l'était plus. Comment le savoir ? C'est vraiment des crimes. Et alors la troisième était la pire, parce que nous avions eu des signalements parce que notre journaliste hors du JT, parce que nous avons un journal télévisé quotidien, à 18h, avait passé les images, nous avions filmé, TVL avait filmé les images de la manifestation de la Gay Pride en queue de manifestation, si j'ose dire. Et donc, en fin de manifestation. Et ces images n'étaient pas sympathiques, n'étaient pas agréables. Elles n'étaient bien évidemment ni érotiques ni pornographiques, encore que elles étaient pornographiques dans la façon dont on pouvait voir les choses. Mais elles ne tombaient pas sous le coup de ce dispositif-là. Et notre journaliste Olivier Frère Jacques a dit que ces images n'ont pas besoin d'être commentées. Donc il n'y avait pas de commentaires. Mais il n'y a eu que des signalements et nous avons donc été coupés pour ça. Voilà, ça c'est la première censure. Nous avons été coupés sur Nicolas Dupont-Aignan a été coupé et censuré sur TV Liberté. Henri Oncode a été censuré sur TV Liberté. Renaud Camus a été censuré sur TV Liberté. Il a été censuré par les autres sur TV Liberté. Ils étaient nos invités, bien évidemment. Donc voilà, nous vivons avec cette difficulté-là, ce qui fait qu'aujourd'hui, les 600 000 abonnés de YouTube sont les 600 000 abonnés
données que nous avons récupérées en 3 ans de temps, et que si nous ne subissions pas toutes ces censures et toutes ces avanies, on peut considérer que nous serions largement au-delà. Mais même avec ce chiffre-là, qui est un chiffre assez important, nous n'avons pas le dispositif que YouTube met en place pour les gens qui ont plus de 500 000 abonnés. Jamais personne nous a appelé en disant on peut vous prêter des studios, faire de la formation, qu'on n'aurait pas souhaité, qu'on n'aurait pas voulu. Mais néanmoins, on aurait été content qu'ils nous le proposent. Ou un trophée. Il y a aussi des trophées à partir de 100 000 abonnés. Le Silicon Valley d'or, voilà, quelque chose comme ça. Non, mais ce que vous expliquez aussi, c'est que ça devient, enfin, la création des médias alternatifs fonctionne vraiment comme une soupape nécessaire aujourd'hui, même à la préservation de l'ordre social, puisque ce discours tellement éloigné du réel que produisent les médias finit vraiment par alimenter des haines. Et quand on voit le rapport que beaucoup de la population a aux journalistes, notamment dans les manifestations, c'est vraiment un service d'utilité publique, ces médias alternatifs, parce que y a un tel discours, il y a une telle haine qui est produite par ces médias que ça en devient presque insupportable pour la population. Écoutez, si la presse alternative n'existait pas, les gens de la Manif pour tous, les millions de gens de la Manif pour tous seraient des ordures. Les gilets jaunes seraient des salauds. Les bonnets rouges seraient des fous. Les partisans de la liberté au moment de la crise sanitaire seraient des complotistes, des confusionnistes, je ne sais pas quoi, enfin tous les termes en iste. Et le monde serait aux mains des catastrophistes. Car ce sont eux, s'il y a bien un terme qu'il faut retenir pour eux, ce sont des catastrophistes. C'est-à-dire, si on ne meurt pas du climat, on va mourir de la bombe nucléaire. Si on ne meurt pas de la bombe nucléaire, on meurt de la crise sanitaire. Si on ne meurt pas de la crise sanitaire, on va quand même mourir. Et on vit dans cette formidable capacité de terroriser les gens. Et bien évidemment, tout le monde le théorise, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, la démocratie se maintient, le pouvoir, l'extrême centre, car c'est celui-là qui est incarné par Emmanuel Macron, cet extrême centre qui est de plus en plus autoritaire et totalitaire, se maintient en effrayant les populations. C'est l'an 1000. C'est l'an 1000 en 2022. Eh bien non, la presse alternative démontre de manière positive, enjouée, convivial, sympathique, loin de tout ressentiment, qu'il y a bien évidemment une autre information. Ouvrez les yeux, respirez, regardez le monde. Il change, il bouge, et il n'est pas à l'image de ce que les catastrophistes voudraient vous faire croire. Oui, parce qu'à la fin de votre livre, vous êtes assez, comment dire, vous dites nous sommes victorieux, nous avons défait le parti des médias. Enfin, vous êtes quand même assez optimiste. Alors, premièrement, c'est ça toute ma vie et cela toute ma vie, c'est d'être optimiste. Alors, ça fait du bien parce que dans ce quand j'étais jeune, je collais des affiches et c'était marqué avant qu'il ne soit trop tard. Bon. Vous avez vu que je suis beaucoup moins jeune et il n'est pas encore trop tard. Et puis vous êtes là et vous êtes jeune et vous dites. Il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Donc cet optimisme-là, oui. Quand Philippides, en 490 avant Jésus-Christ, pendant la bataille de Marathon, court, et va dire aux Grecs qu'ils ont gagné contre les Perses, et qu'il leur dit « Nenike kamen, nous sommes victorieux ». Eh bien, le porteur d'information à ce moment-là, il travaille pour sa patrie, et il est prêt à en mourir puisqu'il meurt. Il meurt d'épuisement pour aller apporter cette bonne nouvelle. Ben moi, ce que je veux dire aux lecteurs du livre, c'est que Nenike kamen, nous pouvons être victorieux. C'est vrai qu'aujourd'hui, les porteurs d'informations sont des catastrophistes, qu'ils apportent des informations qui cherchent à nous enfermer, qui cherchent à nous blesser, qui cherchent à nous injurier, qui cherchent même à tuer l'intelligence. Eh bien moi je dis, Nenike kamen, nous serons victorieux. C'est nous qui sommes porteurs de cette possibilité-là. Et moi, tant que je vivrai, tant que vous vivrez, tant que nous vivrons, mademoiselle, puisque vous êtes là, eh bien, je dis, Nenike kamen, nous serons victorieux. On s'en donne les moyens. Et à la grâce de Dieu. Eh ben, merci beaucoup Martial Bild. Alors pour gagner, donc il faut éteindre le service public et croire en la providence. Oui, toujours regarder TV Liberté, écouter Radio Courtoisie, nous soutenir aussi financièrement, on le rappelle, et on rappelle le titre de votre livre, donc Défaire le parti des médias, combat pour une vraie presse libre, aux éditions Bulldog Média et Doualfa. Merci beaucoup Martial Bild. Merci de votre invitation. Merci beaucoup à vous. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.